au Gadiel 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, Gaza meurtrie pour le 62e jour depuis la reprise de l'agression génocidaire sioniste. Plus de 100 Palestiniens sont tombés en martyrs depuis l'aube de ce dimanche. Intensification des raids sionistes nocturnes, les camps de déplacés de Jabalia et Khan Younes, théâtre de bombardements intensifs. Des centaines de familles fuient le nord vers le sud. Escalade au Moyen-Orient, les Houthis lancent des frappes sur l'aéroport Ben Gourion à Yafa occupé. Crise en Libye, le chef du gouvernement d'union nationale, Abdelhamid Dbeiba, accuse ses adversaires à la Chambre des représentants et au Conseil suprême de l'État d'être à l'origine des récents troubles à Tripoli. Et enfin, conflit en Ukraine, nouvelles avancées russes sur le terrain. Moscou annonce la prise de contrôle d'une nouvelle localité à Donetsk. Bonsoir à toutes et à tous. Gaza meurtrie pour le 62e jour consécutif depuis la reprise de l'agression génocidaire sioniste. Le bilan s'est une nouvelle fois alourdi ce dimanche, atteignant les 53 339 martyrs et 121 034 blessés. Selon les autorités palestiniennes de la santé, 3 193 Palestiniens ont été assassinés et 8 993 autres ont été blessés depuis le 18 mars dernier, date de la reprise de l'agression sioniste, notant que les corps de nombreuses victimes se trouvent encore sous les décombres. Les bombardements sionistes sur Gaza plus intenses que jamais en 2 ans de génocide. Rien que depuis l'aube de ce dimanche, pas moins de 103 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont des femmes et de nombreux enfants en bas âge. Les forces d'occupation n'ont épargné aucune zone de l'enclave, ciblant les civils où qu'ils soient. Où sont les musulmans? Où est la nation arabe? Ils ne voient pas ce qui nous arrive. Chaque jour, des enfants sont massacrés, des femmes meurent. Quelle est leur faute? Quelle est la faute de ces enfants? Quelle est la faute de ces femmes? N'est-ce pas haram? N'est-ce pas injuste? Personne ne nous voit, personne ne se soucie de nous. Sommes-nous des moutons massacrés? Pas de répit pour les Gazaouis. Fermer l'œil pendant la nuit n'est pas une option envisageable pour les habitants de l'enclave. Et pour cause, les attaques nocturnes ne font que s'intensifier au fil du temps. Hier soir, ce sont les camps de déplacés de Jabalia et de Deir el-Balah qui ont été le théâtre de bombardements intensifs. Souhila Kilal. Au milieu d'un champ de ruines, ces Palestiniens de Jabalia se tiennent abasourdis, sonnés par le choc des violentes frappes qu'ils ont essuyées quelques heures plus tôt. Vers 3 heures du matin, des avions de reconnaissance sionistes ont bombardé massivement la zone, endeuillant ainsi plusieurs familles. Vers 3 heures du matin, nous dormions quand soudain, nous avons entendu un grand bruit qui a tout secoué. Ce sont des innocents. Ils sont morts-nés enfin. Même scénario dans le camp des tentes d'Al-Mawassi à Khan Younes, où des réfugiés impuissants constatent ce qui reste de leur semblant de vie volé en éclats. Au paysage de désolation qui les entoure, ils doivent désormais faire le bilan de leurs martyrs arrachés à la vie durant un bombardement sioniste nocturne. Nous ne savons pas d'où est venu le missile. Mes enfants et moi étions dans notre tente. La tente touchée se trouvait juste derrière nous. Mon fils et mon mari ont été blessés. Mon père est mort, ma mère est morte et ma nièce a perdu un œil. Que veulent-ils des enfants? Ayez pitié de nous. Nous en avons assez. Honte à vous.
Les 24 civils palestiniens tombés en martyrs à Al-Mawassi ont été transportés à l'hôpital de Khan Younis, où les familles ont pu faire leurs derniers adieux, à l'image de cette maman inconsolable qui vient de perdre son petit garçon. Il est parti. Ahmed, il est la lumière de mes yeux, mon soutien. Netanyahou a lancé une grosse roquette sur mon fils. Il lui a tranché la tête. Mon fils dormait comme un ange. Les nuits d'horreur reprennent à Gaza. Ces derniers temps, les violentes attaques nocturnes se sont succédées simultanément aux quatre coins de l'enclave palestinienne, plongeant les Gazaouis dans la psychose et la peur. Des bombardements qui ciblent des civils innocents, dont une majorité de femmes et d'enfants. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a repris ce dimanche les négociations en direct avec l'entité sioniste à Doha sous les médiations qataries et américaines. Selon un haut responsable du mouvement, les objectifs restent les mêmes, à savoir le retrait total des forces d'occupation de la bande de Gaza, l'acheminement des aides humanitaires et la libération des prisonniers palestiniens. Transportant leurs affaires sur le dos ou dans des chariots, des centaines de familles palestiniennes ont dû une nouvelle fois se déplacer pour fuir les bombardements. Cette fois, ce sont les habitants de Jabalia, au nord, qui tentent de se déplacer vers le sud. Pour eux, une chose est claire, ces déplacements sont inutiles, car aucun endroit n'est sûr dans cette enclave assiégée. Nuit de terreur, chaque jour est terreur, nous vivons dans la terreur, nous nous réveillons et nous dormons dans la terreur. Nos enfants sont terrifiés, nous n'avons ni à manger ni à boire. Celui qui vous parle depuis une semaine n'a mangé que très peu. Nous n'y parvenons pas, je jure devant Dieu que nous n'y parvenons pas. Nous sommes fatigués. Les gens fuient et il n'y a pas de nourriture, ils ont faim et il n'y a pas de farine. Comme vous pouvez le constater, nous traînons nos affaires, le transport coûte cher. C'est inacceptable. Jusqu'à quand? Jusqu'à notre mort et notre élimination? Et dans un contexte où l'indifférence du monde face aux atrocités subies à Gaza ne fait que s'accroître, le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, s'est indigné dans un post publié sur les réseaux sociaux, déclarant incroyable le fait que plus de 250 Palestiniens aient été assassinés en seulement 2 jours, soit passé inaperçu aux yeux du monde. Philippe Lazzarini ajoutera que ces atrocités deviennent aujourd'hui une nouvelle norme, rendant l'insupportable supportable avec l'indifférence. Les autorités palestiniennes de la santé ont déclaré ce dimanche que tous les hôpitaux publics de la bande de Gaza étaient à présent hors service après que les forces d'occupation aient assiégé l'hôpital indonésien, dernier établissement fonctionnel dans le secteur, le forçant à fermer ses portes. Plus d'endroits où se soigner, plus d'endroits où se réfugier et surtout plus de nourriture. La population civile fait face à une crise humanitaire sans précédent. Privés d'eau et d'aide, les Gazaouis sont désormais menacés par une famine massive. Maria Schouyer. Des milliers de Palestiniens déplacés par le génocide toujours en cours survivent dans des conditions inhumaines à Gaza. Sans eau, sans nourriture, sans aucun répit, ils se retrouvent piégés à l'intérieur de cette enclave ravagée à la fois par le génocide et la famine qui s'aggravent de jour en jour. Nous passons des nuits de terreur, nous vivons dans la terreur, nous nous réveillons et nous dormons dans la terreur. Nos enfants sont terrifiés, nous n'avons ni à manger ni à boire. Celui qui vous parle n'a pas mangé depuis une semaine. Nous n'avons plus la force de tenir, je jure devant Dieu que nous n'en pouvons plus. Nous sommes fatigués. Dans les rues de Jabalia, sous un ciel gris chargé de fumée, des familles entières avancent dans les rues éventrées sans destination claire, traînant avec eux ce qu'ils peuvent encore emporter, cherchant un abri improbable ou un simple morceau de pain pour calmer les morsures de faim qui les rongent.
Autour d'elle, le silence n'est troublé que par les échos plus ou moins lointains des explosions. Mais ils marchent encore parce que s'arrêter voudrait dire renoncer. Les gens fuient, il n'y a pas de nourriture. Ils ont faim, il n'y a pas de farine. Comme vous pouvez le constater, nous traînons nos affaires. Le transport coûte cher, c'est inacceptable. Jusqu'à quand? Jusqu'à notre mort à tous? D'après l'ONU, se nourrir à Gaza ne relève plus du besoin, mais d'un luxe inaccessible entravé par un blocus qui interdit l'entrée de nourriture et de produits de première nécessité. À Gaza, les appels à l'aide se heurtent à l'indifférence pendant que la population s'épuise dans l'attente. Et pourtant, les aides sont là. Elles sont dans des centaines de camions bloqués dans le point de passage de Rafah au sud. Là-bas, des membres du Parlement italien et des représentants italiens de l'Union européenne, accompagnés d'activistes, de membres d'ONG, d'universitaires et de journalistes, manifestent pour mettre fin à ce blocus inhumain. Les détails à Madame Zenzitone. Stop à la complicité. C'est ce qu'on peut lire sur la banderole déployée par ces militants italiens en solidarité avec Gaza depuis la frontière égyptienne avec Rafah. Un appel au gouvernement italien et aux autres dirigeants européens pour qu'ils mettent fin au génocide sioniste en cours et fassent pression sur l'entité sioniste pour qu'elle autorise l'entrée des aides dans l'enclave palestinienne. Nous sommes ici pour briser le silence sur ce qui se passe à Gaza, sur l'extermination du peuple palestinien. Nous ne pouvons accepter ce qui se passe là-bas. Nous tenons à exprimer notre opposition à l'opinion publique. C'est révoltant, effroyable, regardez-moi ça. Ce sont des jouets pour enfants, ce sont des vêtements pour eux et nous disons stop à la complicité. Voilà le visage des dirigeants européens qui sont, vous savez, impliqués dans tout ça. L'ancienne présidente de la Chambre basse du Parlement italien a déclaré que la délégation et les parlementaires présents à la frontière de Rafah étaient prêts à assurer l'accompagnement de l'aide humanitaire. Parmi les membres de cette délégation, Youssef Madi, un Palestinien de Gaza qui a quitté l'enclave juste avant le 7 octobre 2023. Le destin m'a obligé à quitter Gaza quelques semaines avant le 7 octobre 2023. Depuis, je n'ai pas pu aller voir ma famille qui vit désormais à Gaza. Il y a à peine 1 heure, j'ai appelé ma sœur au téléphone et elle m'a dit qu'il n'avait rien trouvé à manger. Ma visite fait partie d'une délégation du Parlement italien et de l'Union européenne afin de soutenir nos frères dans la bande de Gaza et d'envoyer un message au monde pour prendre toutes les mesures et déployer tous les efforts nécessaires pour soutenir et sauver les enfants de Gaza. En dépit des appels internationaux croissants pour un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et pour la fin du blocage sioniste de l'aide humanitaire pour l'enclave, les forces sionistes intensifient leurs bombardements sur la bande de Gaza ces derniers jours, faisant des centaines de martyrs et de blessés et déplaçant des centaines de Palestiniens, ajoutés à la crise humanitaire qui ne cesse de s'aggraver. Dans ce contexte, le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation a appelé ce dimanche à une grande marche populaire pour dénoncer l'accostage des navires d'armement de l'entité sioniste dans les ports du pays et s'opposer à la normalisation. Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le Front a appelé les Marocains à participer activement à la marche pour dénoncer ce qu'ils appellent l'accostage des navires d'extermination chargés d'équipements militaires destinés aux forces sionistes à partir des ports de Tanger et de Casablanca. Et au Liban, les violations sionistes de l'accord de trêve s'intensifient. 2 personnes, dont un soldat, ont été blessées dans une frappe ce dimanche dans le sud du pays. Selon l'agence de presse libanaise, les forces sionistes ont ciblé un véhicule près d'un poste de contrôle à Beit Yahoun. Je vous le disais tout à l'heure en titre, le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, a déclaré que leurs forces armées avaient pris pour cible ce dimanche l'aéroport Ben Gourion dans la ville de Jaffa occupée. Dans un communiqué, Yahya Saree a ajouté que l'aéroport avait été visé par 2 missiles balistiques en soutien à Gaza.
La force de missiles des forces armées yéménites a mené une opération militaire de haute qualité ciblant l'aéroport de Lod, appelé aéroport Ben Gourion par les Israéliens, dans la zone occupée de Yafa en utilisant 2 missiles balistiques, un missile hypersonique Palestine 2 et un missile Zulfikar. L'opération a atteint son objectif grâce à Dieu et a forcé des millions d'occupants sionistes à se réfugier dans des abris, ce qui a paralysé le trafic aérien à l'aéroport pendant environ 1 heure. Dans le reste de l'actualité, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à des projets de loi dont ceux liés à l'état civil, à la médecine vétérinaire, à la protection de la santé animale, ainsi qu'à des exposés concernant le plan national autisme. Et à la veille des célébrations de la Journée nationale de l'étudiant, le président Abdelmadjid Tebboune a tenu à féliciter dans un message les étudiants bâtisseurs de l'Algérie, réaffirmant dans ce dernier l'engagement de l'État à promouvoir davantage l'université algérienne et le système de formation dans différents niveaux et spécialités pour être au diapason de la réalité économique et des processus de transition vers l'économie de la connaissance. En Libye, le chef du gouvernement d'union nationale, Abdelhamid Dbeibah, a accusé ses adversaires à la Chambre des représentants et au Conseil suprême de l'État, ainsi que le général à la retraite Khalifa Haftar, d'être à l'origine des récents troubles à Tripoli. Dans un discours adressé au peuple libyen dans la nuit de samedi à dimanche, Abdelhamid Dbeibah a déclaré que ces mêmes partis avaient planifié un coup d'État contre le gouvernement d'unité en utilisant des milices armées qui cherchaient à prendre le contrôle de la capitale Tripoli par la force. Ils ont profité et exploité la présence des factions et notre sortie sur la question de Bosnie. C'est de là qu'ils ont commencé à réfléchir à un projet, celui d'un coup d'État entre les trois, des gens qui n'aiment même pas notre pays. Prenez par exemple Aguila. Il dit qu'il a peur pour Tripoli. Qu'a-t-il fait pour Tripoli? Ou quelle décision a-t-il pris en réponse? Il les a anéantis d'un revers de main. Et maintenant, il a peur pour les habitants de Tripoli. Et il a peur pour Tripoli. Tripoli s'en lave les mains à Aguila. Le second est Al-Mashiri qui se prétend être membre des Ikhwan. Mais par Dieu, Al-Ikhwan ne lui appartient pas. Et il ne leur appartient pas. Cette personne est rancunière. Comment peut-on reconstruire Tripoli? Et comment peut-on répandre la paix à Tripoli en sa présence? La troisième est Rajma, la vidéo d'El Idrissi, vue par tous les Libyens, que le monde a vue aussi, prouve qu'on est dépourvu de toute humanité. Le chef du gouvernement d'union nationale libyen a par ailleurs appelé les membres des milices à rendre leurs armes et à rejoindre les institutions de l'État afin de protéger le pays d'un chaos qui se profile à l'horizon si la situation dégénère. Ces trois-là veulent que vous restiez sous la coupe des milices à leur merci pour qu'ils puissent les soutenir encore. Ils n'aiment pas l'État et c'est la réalité du terrain. Pour la première fois, mes frères, je vous dis aujourd'hui, vous avez un espoir pour mettre fin à ces milices. L'espoir va grandir et grandir si Dieu le veut. Aujourd'hui, ne les laissez pas vous ôter la stabilité. L'espoir est ce rêve de voir un jour un état de droit et d'institution. Nous voulons que le rêve se concrétise. Et dans ce contexte d'escalade des violences, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont appelé samedi à un cessez-le-feu permanent en Libye, réaffirmant leur ferme engagement en faveur d'un processus politique inclusif, dirigé et contrôlé par les Libyens. Les membres du Conseil ont à ce propos exprimé leur vive inquiétude face aux violences dans la capitale Tripoli, ayant fait plusieurs victimes parmi les civils. En Somalie, plusieurs personnes ont été tuées, plus de 50 autres ont été blessées à la suite d'un attentat suicide dans un centre de recrutement militaire à Mogadiscio.
Selon l'agence de presse somalienne, les faits ont eu lieu à la base militaire de Damanio au cours du processus de recrutement dans l'armée nationale somalienne. Les autorités n'ont pour l'heure pas précisé le nombre de victimes. Conflit en Ukraine, le ministère russe de la Défense a annoncé la libération de la localité de Bogatyr à Donetsk dans un rapport quotidien. Le ministère a déclaré que sur les dernières 24 heures, la défense aérienne a abattu 75 drones ukrainiens et détruit 7 bombes Gadam. Les forces russes ont également ciblé les concentrations des forces ukrainiennes dans 139 zones. Une attaque massive de drones imputée à la Russie a causé ce dimanche d'importants incendies dans la capitale ukrainienne Kiev. L'attaque aurait fait un mort et d'importants dégâts matériaux. Le nouveau pape Léon XIV a reçu ce dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour une audience privée à l'issue de la première messe marquant le début de son pontificat. Le pape qui avait évoqué un peu plus tôt être dans l'attente de, je cite, négociations pour une paix juste et durable. Et c'est jour de vote au Portugal. Les élections anticipées à l'Assemblée de la République ont eu lieu ce dimanche où les citoyens devaient élire entre 230 députés. Le vote était initialement prévu pour 2028, mais en mars, le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa annonçait sa décision de dissoudre le Parlement et de convoquer des élections anticipées. En Pologne, le vote pour le premier tour des présidentielles se sont déroulés aujourd'hui. Des élections qui donnent la maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, favori. 13 candidats au total sont en lice et les résultats définitifs sont attendus pour demain, lundi. Pour moi, le plus important est qu'il y ait une unité d'objectifs, c'est-à-dire que le gouvernement et le président ne fassent qu'un. Il serait préférable de faire quelque chose pour le logement des jeunes, car c'est très difficile pour eux en ce moment. Ils vivent très longtemps chez leurs parents, il est difficile de contracter des prêts et de les rembourser. Tout le monde n'a pas cette chance, n'est-ce pas? C'est le plus important. Et que les jeunes puissent accéder facilement à l'université et qu'il y ait non seulement des cours payants, mais autant de cours gratuits que possible. Eh bien, il y a maintenant une forte polarisation entre le droit et justice et la plateforme civique. Il me semble donc qu'il existe une forme de haine des deux côtés, ce que je n'apprécie pas. Parlons patrimoine à présent, avant de clore ce journal. Alger accueille ce dimanche la réunion régionale des pays du Maghreb sur la préservation et la promotion des musées. Une rencontre organisée aux côtés de l'UNESCO pour sauvegarder ces temples de l'histoire et de la connaissance. Fellah Laili. L'Algérie accueille la réunion régionale des pays du Maghreb sur la préservation et la promotion des musées. Organisée à Alger, cette rencontre réunit des représentants de la Tunisie et de la Mauritanie aux côtés de l'UNESCO et de l'ALESCO pour penser ensemble l'avenir du patrimoine muséal. On parle du continent africain, les pays du Maghreb sont en position extrêmement intéressante. Et surtout, il y a beaucoup d'expériences. C'était ça aussi l'idée de cette réunion. Il y a beaucoup d'expériences à partager. Il s'agit d'un point de rencontre important pour l'échange d'expériences entre les pays du Maghreb. Nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter des recommandations du comité de l'UNESCO de 2015 sur la protection des musées. J'ai présenté l'expérience de la Tunisie en matière de préservation. Des initiatives innovantes ont été partagées, notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les parcours de visite ou la création des musées virtuels pour faire face aux crises.
Il s'agit d'une réunion importante dans l'attente des recommandations concernant la préservation et la protection de notre patrimoine, dont une grande partie a été pillée. Tout le domaine de la culture fait face à la transformation numérique, donc finalement les évolutions technologiques, quelles qu'elles soient, la transformation numérique et l'avènement de l'intelligence artificielle. Et à ce sujet, on parle de la recommandation des musées. L'UNESCO a adopté en 2021 une autre recommandation dans un autre domaine qui est sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Une première journée riche en échanges et en engagement dans l'attente de recommandations concrètes pour redonner aux musées maghrébins toute leur place dans la société. Voilà, madame, monsieur, on arrive à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actu continue sur Al24 News. À demain.